Bonjour tout le monde. On peut commencer. Donc, nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui dans ce webinaire consacré au genre dans la sphère professionnelle de la recherche scientifique. Ce webinaire s'inscrit dans le cadre de la composante 3 du projet SHS, Alliance SHS Afrique, et a pour objectif de renforcer les compétences des partenaires et de pérenniser le réseau en sciences humaines et sociales du Pasteur Network. Différentes activités sont donc réalisées dans le cadre de cette composante, notamment la planification et la mise en place des activités de réseautage, de transfert de connaissances et aussi des activités de formation, d'accompagnement à travers des webinaires, des ateliers de formation qui sont dédiés à différents thèmes tels que le genre, le leadership et la communication. Lors du mois d'octobre 2023, nous avons organisé un workshop sur le leadership où les différents partenaires étaient présents. Également, pendant le mois de mai 2024 et lors de l'atelier de Tunis qui rassemblera les partenaires et les bénéficiaires du projet Alliance SHS Afrique, nous envisagerons d'organiser un atelier sur comment appréhender le genre dans les enquêtes sciences humaines et sociales. Aujourd'hui, nous sommes heureux d'accueillir M. Zouhair Benjanet, maître de conférence en sociologie à l'Université de Sfax, que je remercie vivement pour sa présence aujourd'hui parmi nous. Il est aussi membre chercheur au laboratoire ECUMUS, État, Culture et Mutation Société à l'Université de Sfax. Ses recherches portent sur différents thèmes tels que la migration, la jeunesse, la santé, la vulnérabilité sociale et aussi sur la radicalisation et l'extrémisme violent. Cette diversité et pluralité des thèmes de recherche qu'il a abordés ont été toujours articulés avec la dimension genre qui constitue le fil d'Ariane pour appréhender ces phénomènes sous le prisme du genre. Lors de ce webinaire, M. Zouhair Benjanet va commencer en premier lieu par identifier deux concepts clés qui sont le genre et le sexe, qui sont deux notions totalement différentes, et nous montrer comment le genre s'est imposé à travers l'histoire de la société. En deuxième lieu, il va mettre la lumière sur l'importance d'appréhender le monde du travail sous le prisme du genre et de faire ressortir les inégalités dans le domaine du travail. Enfin, il va nous présenter des cas concrets sur les inégalités de genre en Tunisie, notamment dans l'université. Et donc, je vous remercie de votre attention. Je vous invite à désactiver vos micros, s'il vous plaît, pour une meilleure qualité de son. Et donc, sans tarder, je cède la parole à M. Zouhair Benjanet. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup Hanen pour l'invitation tout d'abord et pour toute l'équipe du projet Alliance HSS Afrique. Merci également pour cette présentation. Je vois que tu m'as présenté vraiment mieux peut-être que moi. Donc, je pense que moi-même, je pourrais même pas peut-être présenter mes travaux de la manière selon laquelle tu l'as fait déjà. Et surtout cette articulation entre plusieurs, si vous voulez, thématiques de recherche et l'approche genre. Donc, comme tu viens de dire, Hanan, donc cette présentation dans peut-être l'espace de temps qui m'a été accordé, je vais essayer de, essentiellement de parler de deux sujets essentiellement. Le premier sujet, c'est l'importance du genre et j'essaierai de vulgariser un peu des notions plutôt sociologiques euh, pour un monde peut-être inter et multidisciplinaire. Et deuxième focus, ça va porter essentiellement sur l'université tunisienne en évoquant la question des inégalités de genre, les inégalités de sexe, et en évoquant également les rapports sociaux de sexe à l'université pour montrer, d'une part, l'importance de l'approche genre pour comprendre le phénomène
si vous voulez, pour comprendre l'université d'une manière générale et la science comme une institution et comme un phénomène et comme un monde social au vrai sens du terme, et de l'autre côté, montrer que les répercussions des inégalités qui sont généralement d'origine sociale, culturelle, anthropologique, sur la situation de la femme à l'université. Tu viens de dire, donc au début, je commencerai par quelques préalables épistémologiques, donc pour montrer la différence, si vous voulez, entre euh, le sexe comme une donnée biologique invariante et le genre ou le sexe social comme un construit social contingent. Je dirais que en sociologie, lorsqu'on utilise le terme sexe, on l'utilise généralement dans un ordre, si vous voulez, ou dans un sens biologique. Et alors, c'est héréditaire, c'est génétique, mais qui organise bien sûr les individus en deux catégories, mâles et femelles, mais qui a, si vous voulez, une influence très importante sur les relations sociales. Et dans ce cas-là, on va sortir du sexe, c'est-à-dire des différences anatomiques et biologiques entre hommes et femmes, ou plutôt entre mâles et femelles, pour entrer dans un autre monde, le monde social, dans lequel le sexe va avoir un autre sens. Euh, Essentiellement, ça va porter plutôt sur l'ensemble des caractéristiques culturelles et sociales attribuées par une société ou un groupe social à chacun des deux sexes. C'est, en d'autres termes, c'est la différence entre le masculin et le féminin. Et c'est la société finalement qui attribue des caractéristiques culturelles et sociales à ce qui est masculin et à ce qui est féminin. Et la différence entre ces deux mondes sociaux se fera essentiellement sur la base de ces caractéristiques attribuées par la société. Donc ici, le genre, il va renvoyer à une construction sociale, c'est-à-dire le masculin et le féminin, ce sont deux construits sociaux qui sous-entendent un rapport ou des rapports entre les hommes et les femmes, soit socialement construits. Donc ces rapports sont construits d'une manière culturelle, d'une manière sociale, d'une manière historique, petit à petit. Et alors, ce sexe social, ça va être plutôt non invariant, ça va être plutôt contingent, ça va changer en fonction du temps, en fonction des groupes sociaux, en fonction de la classe sociale, en fonction du monde professionnel, etc. Euh, il faut dire que le concept de genre, apparu dans l'histoire dans le cadre si vous voulez, d'un mouvement d'émancipation. C'est un concept qui est venu essentiellement pour, si vous voulez, traduire un mouvement historique qui, petit à petit, si vous voulez, il a dénoncé les inégalités entre les deux sexes. On peut parler ici, ça a commencé à partir des années 1930 avec l'anthropologue américaine Margaret Mead à titre d'exemple, en parlant du rôle sexuel comme étant un rôle social, pas un rôle biologique. Et bien sûr, la fameuse philosophe française Simone de Beauvoir, qui est une figure du féminisme dans l'histoire de l'humanité, si vous voulez, et sa fameuse citation lorsqu'elle disait « On ne naît pas femme, on le devient ». Et en d'autres termes, on ne naît pas homme, on le devient, c'est-à-dire c'est à travers les rôles sociaux attribués par la société à chacun des deux sexes qu'on devienne mâle ou femelle socialement, c'est-à-dire masculin ou féminin, ou on devient homme ou femme. Les relations de genre donc sont à cet égard dynamiques donc, et variables. Elles peuvent se transformer.
elles peuvent évoluer, elles peuvent s'inscrire dans le changement social. Et c'est là que tout le monde, en parlant du genre, il évoque généralement le mouvement 68 en France comme étant un événement marquant dans l'histoire parce que c'est au cours de cette deuxième vague du féminisme dans laquelle on parlait du privé comme étant un phénomène politique. Le slogan, le fameux slogan du mouvement 68, le privé est politique. Et lorsque les jeunes français, mais après ça a été, si vous voulez, généralisé pratiquement, je ne veux pas dire peut-être tous les coins du monde, mais dans plusieurs pays au monde, en évoquant la question des inégalités entre les hommes et les femmes et en parlant essentiellement des inégalités ou plutôt des différents types de discrimination à l'égard des femmes. Le mouvement 68, si vous voulez, il a mis le modèle de la famille comme étant une institution de la modernité et le modèle de l'école également comme une deuxième institution et aussi le modèle de l'État comme étant une troisième institution de la modernité. Ce mouvement, il a mis toutes ces institutions en question en disant que c'est à travers ces institutions on était en train d'apprendre les filles à jouer un rôle toujours secondaire, à jouer un rôle, si vous voulez, toujours, euh, si vous voulez, un rôle qui n'est pas, qui ne vaut pas vraiment aux efforts de la femme et aux capacités, si vous voulez, des femmes d'une manière générale. Et en même temps, ces institutions sont responsables des différentes inégalités entre les deux sexes. Le modèle donc familial, il a été mis en question en évoquant d'autres types de modes de vie, dont le célibat, la cohabitation, et en évoquant également la question des homosexualités et comment ce monde familial bâti sur l'idée de la supériorité de l'homme, comment il devrait, à l'époque, il devait être, si vous voulez, il devait changer tout simplement. Pour également, toujours dans cette histoire de l'approche genre, il faut parler également de la reconnaissance internationale des inégalités hommes et femmes, entre hommes et femmes. Et là, on parle du troisième vague du féminisme, dans lequel, ou dans laquelle cette vague de féminisme, la violence exercée par l'État a été dévoilée. Donc, et là, on a dit que l'État, à travers ses lois, à travers ses institutions, à travers ses règlements, est le premier responsable de la violence à l'encontre de la femme et de tout type de discrimination à l'encontre de la femme. C'est là où est né le concept de l'empowerment ou l'attribution de pouvoir avec l'apparition en même temps de l'approche Gender and Development ou le genre et développement. Et ça a été adopté par les Nations Unies, par les différentes instances internationales, et ça a donné lieu surtout euh, avec la quatrième conférence mondiale sur la population et le développement, le CAR 94, et surtout la quatrième conférence mondiale sur les femmes, Pékin 1995, qui a donné lieu à ce qu'on appelle la plateforme Pékin ou le programme Pékin, le programme d'action Pékin, qui a fixé 12 objectifs parmi lesquels on peut citer peut-être les objectifs qui paraissent un peu plus, si vous voulez, en rapport direct avec la thématique qu'on est en train d'évoquer. Par exemple, l'objectif numéro 2, favoriser l'égal accès à l'éducation, à la formation, lutter contre la violence à l'égard de la femme ou des femmes. Objectif 4. Objectif 6, promouvoir l'égalité au sein des structures et des politiques économiques, encourager le partage du pouvoir et la prise de décision, promouvoir les mécanismes de promotion de la femme,
assurer le respect des droits fondamentaux des femmes et les carences de la promotion et de la protection de ces droits, lutter contre l'image stéréotypée de la femme et autre objectif qui ont reconnu à l'échelle internationale que les femmes sont victimes de discrimination et de violence. Et on sait tous que ce programme d'action de Pékin, il a été adopté à l'unanimité par 189 pays présents lors de cette conférence. Et à partir de cette date, si vous voulez, mais c'est le résultat, comme j'ai dit, de tout un processus d'émancipation. Donc, les pays ont commencé à accorder plus d'intérêt dans leur politique publique à la question de l'égalité entre les hommes et les femmes. Pour ce qui est l'approche genre maintenant, l'approche genre, donc c'est une approche qui est le fruit, si vous voulez, de, 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 de cette évolution, si vous voulez, au niveau des politiques publiques et au niveau des intérêts, si vous voulez, politiques, et qui a comme objectif d'étudier les rapports sociaux de sexe et qui a comme objectif également de dévoiler les inégalités et de les étudier d'une manière scientifique. Mais toutefois, je dois dire également que l'approche genre, par exemple dans le développement, l'approche genre, c'est la prise en considération de l'intérêt des deux sexes, hommes et femmes, dans les projets de développement ou dans les politiques publiques d'une manière générale. L'approche genre, c'est en sociologie et en sciences humaines et sociales d'une manière générale, c'est l'approche qui permet d'étudier ces rapports sociaux et de dévoiler les inégalités qui sont justifiées par soit des facteurs biologiques, naturels, entre guillemets, devenus et qui sont devenus un sujet de réflexion philosophique, sociologique, anthropologique, etc. D'habitude, avant donc l'apparition de cette approche, soit on expliquait les phénomènes sociaux, lorsque je dis phénomènes sociaux, c'est-à-dire dans tous les sens du social, donc c'est économique, c'est anthropologique, c'est relationnel, etc. Donc les phénomènes s'expliquent dans un sens plutôt macro-sociologique qui n'accorde pas d'importance à cette différence entre hommes et femmes, puisqu'il s'agit de l'être humain d'une manière générale. On étudie l'homme, l'être humain. Mais petit à petit, on a commencé à faire attention aux différences entre ces deux sexes, aux différences sociales. Ce sont des différences, ce sont des inégalités, ce sont des disparités qui ont comme origine la société avec son histoire, avec ses règles, avec ses lois, avec ses coutumes, etc. Donc, et cela permet d'observer et d'analyser les dynamiques de pouvoir, c'est-à-dire le rapport entre hommes et femmes, la répartition des ressources entre les deux sexes, le processus de décision dans une situation qui concerne les hommes et les femmes, etc. et pas mal d'autres phénomènes et d'autres aspects qu'on peut évoquer dans les analyses du genre. Donc, cette approche, elle est importante dans l'analyse des inégalités au travail. Pourquoi? Parce que dans chaque société, il y a des règles implicites et explicites qui régissent le rôle et le statut de chacun de ses membres selon son sexe. Le statut, c'est-à-dire la place occupée par l'individu dans une hiérarchie sociale donnée, et le rôle, c'est l'ensemble des tâches, des fonctions attribuées par la société à chacun des individus, hommes ou femmes. Donc, lorsqu'on prend l'exemple d'un médecin, par exemple, ou l'exemple d'un ouvrier, ou l'exemple d'un instituteur ou institutrice, le statut officiel c'est instituteur, par exemple, indépendamment de son sexe, mais les rôles attribués par la société à ce statut d'instituteur, ces rôles diffèrent entre les hommes et les femmes, par exemple, en disant que les femmes
ont plus tendance à s'occuper des enfants et d'une manière parfois, on se dit que même ces rôles sont l'apanage des femmes. Tout ce qui se rapporte à l'éducation, tout ce qui se rapporte à la santé, tout ce qui se rapporte à l'occupation, si vous voulez, s'occuper des enfants, s'occuper des personnes âgées, des personnes malades, etc. C'est des rôles féminins. Et là, c'est la société qui a attribué ces rôles et ça ne peut expliquer que par la société et par le social. Donc, ces règles déterminées par la société, déterminent elles aussi ce qui est acceptable dans le comportement de l'individu et des groupes, ce qui est convenable, ce qui convient et ce qui ne convient pas à chacun des deux sexes, et ce qui est approprié pour chacun selon qu'il est de sexe féminin ou masculin. Ces rôles subissent l'influence des perceptions et attentes découlant de facteurs culturels. Donc, c'est en fonction des cultures, c'est en fonction de la politique, en fonction de l'économie, en fonction de la religion et aussi en fonction des coutumes et des lois, etc., que ces rôles diffèrent d'une personne à une autre, d'un sexe à un autre, et changent également, par exemple, lorsqu'on dit le rôle de la femme au sein de la famille, ça a évolué en Tunisie à partir, si vous voulez, de la fin du 19e siècle, mais surtout à partir des années 30 avec le fameux ouvrage de Tahar el-Haddad et après avec la promulgation du Code de statut personnel qui a mis fin à la polygamie. Il a instauré un autre modèle de famille dans laquelle la relation tend plutôt vers l'égalité, même si, même jusqu'à aujourd'hui, on a des choses toujours en demande de, de, de changer. Et la société civile, si vous voulez, et le mouvement féministe surtout, évoquent pas mal d'aspects dans ce code. Mais ce code, quand même, il a participé au changement de la société. Pourquoi? Parce qu'il a attaqué, si vous voulez, un aspect très important dans la société, c'est le rapport entre hommes et femmes, et il a attaqué également une institution d'une première importance qui est l'institution famille. Donc, les rôles attribués à chacun des deux évoluent au cours du temps, changent au cours du temps en fonction des politiques, bien sûr, mais aussi en fonction de l'économie, des situations économiques, en fonction de la religion, certainement, etc. Alors, les inégalités au travail peuvent constituer un champ d'observation sociologique. Pourquoi? Parce que tout d'abord, parce que le travail, les dimensions, l'une des dimensions, c'est le travail, c'est la production d'une manière générale. Comme valeur économique et morale, le travail, il détermine la place des individus dans la société. C'est en quelque sorte, j'étais en train d'expliquer un peu l'intérêt d'analyser le travail comme fondement des relations sociales et comme l'un des facteurs qui influence les rapports sociaux et qui interpelle, si vous voulez, toute forme de relation sociale et comment c'est important de l'analyser sociologiquement. Mais maintenant, je vais parler de l'apport du genre dans l'étude de la sphère professionnelle d'une manière générale. Pourquoi on doit étudier la sphère professionnelle par l'approche genre et qu'est-ce que ça peut nous apporter cette approche? Au début, il faut dire que l'approche genre, elle permet d'observer des inégalités d'une manière générale, les inégalités de sexe dans la sphère interne, dans la sphère professionnelle. L'approche genre, c'est analyser toutes les formes des inégalités qu'on peut trouver dans la sphère professionnelle entre les hommes et les femmes. Et ça peut porter sur 6 dimensions. La première dimension, c'est la dimension répartition des emplois. On peut trouver, juste à travers une petite, si vous voulez, observation ou une petite recherche, on peut facilement
prouvé que le taux de chômage n'est pas le même entre les deux sexes, par exemple. Ça peut être observé au niveau de macroéconomique, si vous voulez, en disant par exemple en Tunisie que le taux de chômage pour les deux sexes, c'est 15%, presque 15,3%, mais pour les femmes, c'est 21%, et pour les hommes, c'est 12%. Ou peut-être en disant que on prend un secteur, en disant par exemple chez les femmes diplômées, le taux de chômage c'est 28%, alors que pour les deux sexes c'est 18%, et pour les hommes diplômés c'est 18%. Donc là, on peut facilement euh, dire que les chances et les postes d'emploi, tout simplement, c'est-à-dire, mais finalement, l'emploi, c'est des chances, c'est une chance sociale. Il permet d'acquérir plusieurs, si vous voulez, autres atouts, plusieurs autres chances. Ça permet de consommer, donc ça permet de se marier, ça permet de construire la maison ou d'acquérir un logement, etc., etc. Et alors, on dit que la répartition des emplois, elle se fait d'une manière inéquitable entre les hommes et les femmes. Et le taux de chômage, dans sa globalité, il cache des inégalités entre les deux sexes. Le deuxième aspect, c'est la répartition des activités. Donc, la troisième dimension, c'est la répartition des métiers. On trouve que les femmes sont plus présentes dans les métiers moins rentables, moins prestigieux. Et là, on peut donner des exemples. Par exemple, à chaque fois où les activités sont reconnues socialement, euh, ils sont dominés malheureusement par les hommes. Et à chaque fois où des activités professionnels ou des métiers sont reconnus par la société, les hommes parfois font tous pour dominer ces activités. Je prends comme exemple, par exemple, des activités plus ou moins euh, euh, c'est toujours dans l'informel, comme les activités agricoles, par exemple, qui, lorsqu'il s'agit d'une activité euh, qui demande beaucoup d'efforts et qui n'est pas bien rémunérée, c'est les femmes. Mais lorsqu'il s'agit d'un travail rémunéré, un travail de spécialisation, c'est toujours les hommes qui essayent de les accaparer. Il y a également un quatrième aspect, c'est la répartition des richesses, hein, les revenus, les capitaux, les investissements, et là, les différences sont énormes. Et il y a même au niveau des salaires, on trouve que malheureusement, les salaires ne sont pas, généralement, ne sont pas équitables. En termes d'appropriation des capitaux, on trouve que les femmes ont moins de capitaux, même dans les activités qui sont féminisées à une très grande mesure, comme l'agriculture, par exemple. Les terres sont toujours à la disposition des hommes et les femmes travaillent malheureusement, sans avoir accès aux capitaux et également les investissements, etc. Il y a un cinquième niveau lié à la répartition des secteurs entre le formel, l'informel, le public, le privé. Malheureusement, les chances sont réparties d'une manière très inéquitable. Les femmes sont plus dans l'informel, sont plus dans les secteurs plus ou moins vulnérables, dans les activités précaires, et les hommes sont plus dans les secteurs organisés, le secteur public, le secteur formel, etc. Et il y a le sixième aspect qui est la répartition de pouvoir. Malheureusement, même dans les secteurs qui sont féminisés, dans une large mesure, malheureusement, les responsabilités et la prise de décision et les pouvoirs d'influence sont répartis très inéquitablement entre les hommes et les femmes. Et là, en Tunisie, par exemple, je peux citer deux exemples. L'exemple du secteur de la santé, dans lequel les femmes représentent plus de tiers du personnel de santé, mais malheureusement, lorsque euh,
on observe au niveau des décisions, des postes de décision, des postes de pouvoir. Et lorsque je dis poste de pouvoir, je parle de la direction et des directions, c'est-à-dire et des chefs de service, mais aussi je parle également des syndicats et je parle des mutuelles, etc. Là, on trouve plutôt les hommes qui occupent ces postes plus que les femmes. Et le deuxième exemple, c'est l'éducation. Dans l'éducation, en Tunisie, le secteur de l'éducation, c'est un secteur féminisé à raison de 70%. Mais malheureusement, les postes de décision, les postes de responsabilité, c'est toujours les hommes qui les accaparent. Là, je passe, Hanan, s'il te plaît. Là, je vais passer au monde universitaire pour évoquer ces questions, mais essayons tout d'abord une sorte de démystification du système universitaire. Généralement, le monde universitaire, il est connu comme étant un monde d'élite. C'est un monde, si vous voulez, qui n'est pas accessible pour tous, qui demande des diplômes, qui demande une certaine reconnaissance scientifique et académique. Et on oublie parfois que ce monde, c'est un monde social finalement, il est le fruit de ces acteurs, c'est-à-dire ce sont les acteurs qui fabriquent ce monde universitaire qui est dans le sens de monde social, et c'est à travers les relations entre les chercheurs, entre les enseignants, avec leurs étudiants, etc., que se construit ce monde et parfois euh, on observe des différences entre les sociétés et entre parfois même les universités, tout simplement parce qu'il y a des acteurs sociaux là-dedans qui agissent d'une manière ou d'une autre pour fabriquer un fruit, si vous voulez, collectif, un fruit de travail de tout le monde. Là, ce qui est important pour commencer, et là, cette problématique, ce n'est pas nouveau en sociologie parce que depuis les années 40, Robert King Merton, l'un des sociologues américains très connus, il a essayé de montrer que le monde de la science, c'est un sous-système culturel. Donc, avec des lois propres de fonctionnement interne, comme tout autre système culturel, le système de l'art, le système de l'art ou le système de la littérature, ou également le système industriel ou le système agricole, etc. Théoriquement, l'université, c'est la fille de la République. C'est dans le cadre de la République comme un modèle de gouvernance euh, que l'université a eu sa naissance et normalement, elle prône pour la méritocratie, mais en réalité, elle apparaît comme un lieu de reproduction sociale. C'est ce qui a trouvé Bourdieu et Jean-Claude Passeron dans leur ouvrage publié en 64, Les Héritiers, dans lequel ils ont montré que le monde universitaire et il est très influencé par le phénomène de reproduction sociale. L'université, elle est faite pour assurer une certaine reproduction sociale, même si certains penseurs, certains sociologues ont dit que l'université, c'est plutôt un canal de mobilité sociale. C'est-à-dire, il permet aux fils d'agriculteurs, de pêcheurs, d'ouvriers de devenir des médecins et des profs, etc. Mais la théorie de Bourdieu, elle dit que c'est plutôt, même s'il y a cette mobilité, la démocratisation de l'université, elle n'a pas pu mettre fin aux inégalités sociales, y compris bien sûr l'inégalité entre les deux sexes. La science, d'une manière générale, c'est un univers fortement hiérarchisé. Là, il y a ceux qui sont en haut et ceux qui sont en bas. C'est une source d'un pouvoir symbolique très important et désirable quant à la notoriété publique qui pourra en découler. Finalement, la science, donc d'abord c'est hiérarchisé, il donne du pouvoir, il permet à des gens d'avoir des privilèges culturels, des privilèges sociaux et d'occuper certains statuts qui sont plus ou moins supérieurs, mais dans le même monde, il y a une certaine hiérarchie. Et là, on sort de l'université ou de la théorie qui dit que l'université, c'est une institution d'élite
à une autre qui dit que l'université, c'est un monde social et ce monde, il est bien sûr traversé par tout type de conflits, par tout type de, de conflits entre des acteurs antagonistes parfois, qui n'ont pas le même intérêt, même s'ils disent le contraire. Et à partir de cela, on peut analyser les rapports entre les deux sexes sur cette base-là. Tu passes, Hanan, s'il te plaît. Voilà. Donc, pour observer l'université tunisienne à travers l'approche genre, on va commencer tout d'abord par l'accès à cette institution, l'accès à l'université, et on va essayer de montrer comment ce monde, il est plus ou moins influencé par le phénomène de reproduction sociale. Pourquoi? Parce que au sein de cette université, au niveau de la distribution de la population estudiantine, on va trouver qu'il y a une certaine influence des stéréotypes de sexe. En Tunisie, l'université tunisienne a connu, à partir des années 2000, un phénomène de massification en allant de 100 000 étudiants en 1990 à 300 000 en 2000, c'est-à-dire le nombre s'est multiplié par 3. Ça de un. Deuxièmement, c'est dans le cadre de cette massification que l'université tunisienne a connu également un phénomène de féminisation. La Tunisie et l'université tunisienne, bien qu'elle soit la première dans le monde arabe et africain à avoir accueilli dès sa naissance étudiants et étudiantes sur le même pied d'égalité, depuis 1958, l'université tunisienne euh, accueille les deux sexes sans aucun problème. Hommes et femmes ont le droit d'accéder à l'éducation sur le même pied d'égalité et c'est grâce au code de statut personnel que les femmes tunisiennes ont pu accéder à l'école. Mais l'université tunisienne n'a atteint l'égalité entre les deux sexes qu'après presque 40 ans, c'est-à-dire à partir des années 2000 où on a atteint un certain niveau d'égalité entre hommes et femmes à l'université, au niveau des étudiants, bien sûr. Pour l'examen du bac, par exemple, les taux de réussite des filles sont passés de 49 en 97 à 72 en 2002, c'est-à-dire en 5 ans, c'est une augmentation de 50%, contre respectivement 43 et 68 pour les garçons. Pour les garçons, le chiffre était 43 en 97 et passé à 68 en 2002. C'est-à-dire, à partir de l'année 2000, les femmes ont commencé à, si vous voulez, exceller dans leur cursus d'enseignement et à accéder massivement à l'université. En 2023, par exemple, le taux au bac, c'est 55% pour les femmes, pour les garçons plutôt, et 64% pour les filles. Les filles réussissent mieux au bac. En 2002, les femmes représentaient en Tunisie 38% du corps enseignant du supérieur et 35% du personnel des institutions de recherche. Aujourd'hui, les femmes représentent 55% du corps enseignant à l'université. Les femmes représentent 55%. 20 ans avant, elles représentent 38%. Avance, Hanan, s'il te plaît. Alors, cette féminisation de l'université s'est faite progressivement pour passer ici donc le pourcentage des filles à l'université, je parle des étudiants bien sûr. Donc en 2002-2003, les femmes étaient de l'ordre de 56%. Aujourd'hui, elles sont de l'ordre de 63%. Entre ces deux dates, en 2008, c'est de l'ordre de 60%, 2012, c'est 62% et 2023, c'est 63%. En contrepartie, nous voyons que le pourcentage des hommes
ne cesse de baisser progressivement, lentement, mais il y a quand même une baisse. Nous allons voir après au niveau des recherches et au niveau du personnel enseignant, au niveau de la population de chercheurs, comment ces chances sont partagées entre les deux sexes. Allez-y, Hanan. Alors, pour la distribution, pourquoi j'ai dit que cette massification et cet accès massif des femmes à l'université, il cache une certaine distribution stéréotypée. Et cela peut être montré par deux ou trois indicateurs. Par exemple, en voyant la distribution des étudiants et étudiantes selon les disciplines, on remarque très bien qu'il y a des disciplines qui sont féminisées plus que d'autres. Par exemple, les disciplines qui sont plus féminisées sont généralement, c'est les cercles en bleu, c'est généralement les arts, l'éducation et l'enseignement, les lettres, les sciences sociales, les sciences de la vie, la santé, le service social, l'environnement, etc. Mais les disciplines les moins féminisées sont en premier lieu maths et statistiques, 57%, sciences informatiques, 49%, ingénierie, 42%, architecture, 46% et transport, 58%. Donc là, on trouve qu'il y a une certaine distribution sociale des étudiants et étudiantes qui ne peut être justifiée et expliquée que par les stéréotypes en disant que peut-être euh, les femmes, les filles qui réussissent plus au bac, elles demandent de moins à faire leurs études dans des domaines connus socialement comme étant des domaines masculins, à savoir l'architecture, le transport, les sciences informatiques, etc. Et les sciences exactes, bien évidemment. Donc, la distribution se fait apparemment en respectant une certaine dualité entre deux mondes, le monde du féminin et le monde du masculin, entre la féminité, peut-être avec laquelle il y a des disciplines qui vont mieux, comme les lettres, l'art, le service social, la santé, etc., qui renvoient à cette idée héritée qui dit que les femmes se trouvent mieux et plus à l'aise dans certaines activités professionnelles qui vont avec sa personnalité, avec ses caractéristiques en tant que femme, c'est-à-dire c'est toujours c'est doux, c'est cool, c'est humain, etc. Et il y a d'autres spécialités qui vont, ou disciplines qui vont plus avec la masculinité, à savoir les sciences dures, l'ingénierie, l'informatique, etc. C'est-à-dire, en d'autres termes, si on observe, si vous voulez, l'issue professionnelle, si vous voulez, de ces disciplines, on voit très bien que les femmes sont plutôt dans des disciplines qui mènent vers des activités professionnelles moins prestigieuses, moins employables, là où il y a plus de chômage, là où il y a moins de revenus, comme les lettres, les arts, l'éducation, etc. Ça n'apporte pas beaucoup d'argent, si vous voulez. Par contre, il y a des disciplines les moins féminisées qui sont plus prestigieuses, plus employables, là où il y a pas il y a moins de chômage, là où il y a plus de revenus, là où il y a plus de postes d'emploi, on trouve plutôt les hommes. Allez-y, Hanen. Alors, contrairement à la distribution qui se fait, qui est faite au niveau du secteur de l'enseignement universitaire public, là où il y a une reproduction du genre, on voit dans le secteur privé presque les choses peut-être apparaissent mieux. C'est-à-dire, on voit par exemple que les hommes sont plus, les femmes sont moins, si vous voulez, présentes dans les secteurs, euh, dans les mêmes secteurs connus comme masculins. L'ingénierie, l'architecture, les maths, le transport, etc. Et les femmes sont plus dans les lettres,
dans les sciences de la vie, dans la santé, etc. Mais ici, il faut dire que dans le secteur privé, le, le poids démographique le poids des femmes n'est pas le même. Lorsque, c'est-à-dire, ce n'est pas celui euh, souligné dans le secteur public. C'est-à-dire, là, c'est presque 50-50 entre hommes et femmes, mais dans le secteur public, c'est 63 et c'est presque deux tiers, un tiers. Donc, dans le secteur privé, il y a plus d'hommes, hein? Il y a plus d'hommes que de femmes. Et bien sûr, lorsqu'on dit il y a plus d'hommes, tout simplement parce que ça renvoie également à des stéréotypes sociaux, à une répartition inégale des chances familiales, c'est-à-dire au sein de la famille. Les familles s'investissent plus dans l'éducation de leurs fils, à l'université, dans le secteur privé, et là, pour garantir un avenir professionnel meilleur par rapport à leurs sœurs. Pour le corps enseignant, on trouve presque au suivant, Hanan. Voilà. Le corps enseignant, on trouve une certaine distribution très inéquitable entre les hommes et les femmes. Monsieur Kanté. Si Zouhaïr, votre micro est désactivé. Mon micro est désactivé? Il a été désactivé pour 2-3 secondes, c'est bon. Ah, d'accord. D'accord, très bien. Alors, pour le corps enseignant, on voit presque les mêmes inégalités qui se reproduisent, mais cette fois-ci d'une manière très, très grave. Pourquoi? Parce qu'on trouve les femmes qui sont de l'ordre de 50% par rapport à l'ensemble des enseignants à l'université. Elles sont moins présentes dans les grades, les catégories, si vous voulez, supérieures. Par exemple, au niveau des professeurs, les femmes ne représentent que 23%. Au niveau des maîtres de conférences, sont de l'ordre de 36%. Au niveau des maîtres assistants, sont de l'ordre de 57%. Au niveau des assistants, c'est 60%. Au niveau des docteurs contractuels, c'est 77%. Au niveau des doctorants contractuels, c'est 81%. Même chose pour la catégorie des technologues et même chose également pour d'autres, c'est-à-dire catégories. L'essentiel dans ce cadre-là, c'est de dire que les femmes, apparemment, bien qu'elles réussissent à accéder à l'université, c'est-à-dire pour être enseignant, il faut faire un cursus universitaire très long, c'est presque 25 ans d'enseignement, mais apparemment, ce cursus universitaire, il s'arrête à un certain moment de sa vie et généralement, ça coïncide avec d'autres charges plutôt sociales, plutôt dans la famille, parce que apparemment, après la réussite d'un cursus universitaire, les femmes se trouvent dans un autre, si vous voulez, statut social, qui est une femme, donc une maman, une conjointe, une épouse. Et alors, c'est à partir de ce moment-là, apparemment, que les femmes réussissent moins à l'université et c'est pour cela qu'elles ne réussissent pas à accéder aux postes, aux catégories, si vous voulez, supérieures à l'université et leur promotion professionnelle, apparemment, elle est empêchée par des facteurs qui n'ont rien à voir avec leur, si vous voulez, compétences, avec leur formation de base, avec leurs possibilités et moyens intellectuels et académiques, etc., mais plutôt par d'autres facteurs qui n'ont rien à voir avec l'université. Mais apparemment, il y en a quand même des obstacles qui se rapportent à l'université. On va essayer de les expliquer après. Au suivant, Hanan, si tu peux. Voilà. Pour le corps enseignant, je vais essayer d'expliquer un peu ce passage, cette évolution entre 2011 et 2023. En 2023, comme j'ai dit, la moyenne, c'est 23% pour
c'est 55% de femmes à l'université et 45% pour les hommes. En 2011, les femmes étaient de l'ordre de 47% et les hommes étaient de l'ordre de 53%. Mais au niveau de l'accès aux postes, aux catégories, aux grades, si vous voulez, à l'université, les femmes sont toujours minoritaires. Je voudrais ici parler de deux points. Tout d'abord, le premier point, c'est pourquoi il y a plus de femmes à l'université d'une manière générale et dans le corps enseignant d'une manière plus spécifique. D'abord, parce que le pourcentage des femmes n'a dépassé celui des hommes au niveau des étudiants qu'à partir du moment où on a commencé à voir des diplômés chômeurs en Tunisie. C'est-à-dire, à partir des années 90, les hommes s'investissent moins dans l'enseignement supérieur et les femmes s'investissent plus parce que l'enseignement à l'université pour une femme, c'est pas uniquement pour garantir un avenir professionnel, mais aussi pour garantir un certain statut social et pour garantir une certaine, si vous voulez, émancipation individuelle. Pour cette évolution, donc en accédant à l'université, les femmes se trouvent plus à l'université au niveau des cours, au niveau au niveau des cours, c'est-à-dire au niveau des études, mais aussi au niveau de la recherche, parce que les femmes restent plus à l'université au niveau des masters, au niveau des doctorats, parce que tout simplement, ça renvoie à cette question d'émancipation. Les femmes sont moins mobiles pour chercher de l'emploi, sont moins peut-être sollicitées pour travailler dans des secteurs connus socialement comme des secteurs masculins, sont moins soutenues par les familles pour faire son propre boulot. Et là, les femmes se trouvent plus ou moins obligées de rester à l'université le maximum et de temps et de faire les études jusqu'au doctorat et à la fin d'entrer à l'université en tant qu'enseignant. Mais malheureusement, ce cursus doit s'arrêter à un certain moment lorsqu'il s'agit de la constitution de fondation de famille et bien sûr toutes les préoccupations qui peuvent, si vous voulez, accompagner ce nouveau statut. Alors, pour ce qui est des hauts grades, bien sûr, pour atteindre le niveau de corps A, c'est-à-dire, bien sûr, il faut faire la recherche. Le seul moyen pour arriver, c'est la recherche. Et la recherche demande plus de temps et plus de disponibilité. Et alors, bien sûr, avec le nouveau statut de femme, généralement, les femmes ne réussissent pas trop à dépasser tous les obstacles qui peuvent, si vous voulez, l'empêcher de faire un cursus de chercheur qui permet de passer d'un grade à l'autre. Au suivant, Hanan. Hanan, au suivant, s'il te plaît. Oui, j'essaie. Ah, voilà. Voilà. Donc, l'accès à la recherche scientifique, donc il me reste 2 diapositives, je vais finir en quelques minutes. Alors, pour la recherche scientifique, donc avec tout ce que je viens de dire avant, les femmes sont moins présentes dans les structures et les projets de recherche. Je peux donner un exemple très, très, très clair. Les femmes sont moins reconnues dans le cas de recherche simultanée ou conjoint, où le nom retenu dans les citations est celui du chercheur masculin, directeur de recherche, chef d'équipe, chef de structure, chef de projet. Alors, pourquoi les femmes sont moins présentes dans les projets de recherche et moins reconnues à l'échelle internationale au niveau des publications? D'une part, il y a un problème de l'accès au poste, au grade, si vous voulez, de directeur et de directrice de recherche, qui permet, si vous voulez, de chapeauter des équipes et de diriger des recherches et bien sûr d'être cité au niveau des publications. Ça, c'est très important. Et au niveau des publications, parce que les femmes sont moins présentes dans les structures de recherche, parce qu'elles ont plus
d'occupation familiale que les hommes, au niveau des publications, on va trouver que les hommes qui représentent 60%, 55% au niveau du corps enseignant, elles ne contribuent que de l'ordre de 40% dans les publications. D'accord? Au niveau de, de, de la répartition en fonction des deux corps, A et B, le corps A qui représente 25%, voire moins, par rapport à l'ensemble des enseignants, il contribue à la publication de l'ordre de 53%, alors que le corps B, qui est le double du corps A, et il représente 47%, c'est une autre inégalité entre les corps qui renvoie à d'autres peut-être facteurs. Mais au niveau des différences entre les sexes, il n'y a que les responsabilités hors université, qui sont très importantes dans l'explication, si vous voulez, de cette inégalité. Et deuxièmement, il y a aussi l'inaccessibilité au poste de décision au niveau de l'université, c'est-à-dire au grade de directeur de recherche qui ne permet pas aux femmes d'être plus visibles au niveau des publications. Au suivant, Hanan. Alors, au niveau également, c'est les mêmes inégalités, on peut les observer au niveau des projets de recherche. Par exemple, au niveau des projets de recherche nationaux, par exemple, pour les programmes d'enseignement, d'encouragement à l'excellence scientifique, c'est 32% de femmes et 68% des hommes. Au niveau des projets d'encouragement des jeunes chercheurs, 52% des femmes et 48% des hommes. Et au niveau des PRF, projets de recherche fédérés, c'est 21% des femmes et presque 80% ou 79% d'hommes. Au niveau des projets internationaux, lorsqu'il s'agit de laboratoires mixtes, c'est 50-50. Lorsqu'il s'agit de projets multilatéraux, c'est 49-51. Et lorsqu'il s'agit de projets bilatéraux, c'est 39-61. Dans tous les cas, on observe très bien que l'accès des femmes à la recherche scientifique est apparemment empêché et handicapé par plusieurs facteurs qui font que les femmes, d'une manière générale, si vous voulez, rencontrent plus de difficultés pour accéder à la recherche et bien sûr à la promotion professionnelle. Alors, apparemment, il me reste la conclusion, Hanan. Voilà, la conclusion. Donc, la féminisation de l'université tunisienne n'est pas le résultat d'un mouvement d'émancipation féminin, ni la concrétisation d'un projet de société égalitaire, à mon avis, bien sûr. Elle s'explique plutôt par les transformations démographiques, économiques et sociales dans lesquelles ont été redistribuées les chances sociales en dehors de l'université. Je veux dire ici que l'université, bien qu'elle est féminisée, apparemment, ce n'est pas un résultat, si vous voulez, d'une politique publique ou d'une politique d'émancipation ou d'un projet d'émancipation et égalitaire. C'est plutôt le résultat de transformations sociales et démographiques et économiques qui ont fait que les femmes soient à l'université avec ce poids démographique, mais avec malheureusement cette inefficacité au niveau, si vous voulez, des décisions, au niveau des postes, au niveau du pouvoir, etc. Deuxièmement, les femmes à l'université, bien qu'elles soient présentes en termes de nombre, sont éloignées des postes d'influence et de décision. Et ça, c'est très clair au niveau surtout des enseignants. Par contre, au niveau du personnel administratif, par exemple, les taux sont presque égaux, c'est-à-dire entre 50 et 40, 51 et 49, donc il n'y a pas de problème. Mais au niveau du corps enseignant et des responsabilités, au niveau des postes de décision, au niveau de la recherche scientifique, les femmes sont moins présentes et moins visibles au niveau des publications. Seuls quelques esprits en dehors de la moyenne et animés d'une puissance de travail hors du commun parviennent à réaliser un parcours professionnel d'excellence. Donc, apparemment, ce qui est hors université, apparemment, il a un pouvoir d'influence énorme sur l'avenir professionnel des femmes. Et celles qui échappent, si vous voulez, de ces si vous voulez, obstacles
généralement sont soit bien soutenues familialement, soit elles ont, si vous voulez, une certaine détermination et plus euh, euh, si vous voulez, euh, de- 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 d'investissement, si vous voulez, individuel et collectif, qui permet à certaines femmes quand même de réaliser des excellences et même des reconnaissances internationales. Et on a quand même des exemples, pas mal d'exemples qu'on peut citer dans ce sens, mais d'une manière générale, lorsqu'il s'agit de la masse des femmes et des hommes, on trouve que cet espace, il est distribué très inéquitablement entre les hommes et les femmes. Je vous remercie beaucoup et peut-être je dois m'excuser parce qu'apparemment, j'ai pris plus de temps que prévu. Merci beaucoup et j'attendrai vos réactions. Merci beaucoup, Si Zouhair, pour cette riche et dense présentation. Et donc, vous avez tout expliqué sur le genre. Donc, c'est vraiment un concept qui est très complexe et surtout qui s'est forgé et s'est imposé tout au long de l'histoire des sociétés et surtout à travers le champ scientifique où la lutte était rude, notamment avec les études. Anne, si tu permets, Oui, alors tu arrêtes le partage, s'il te plaît. d'accord. Voilà, merci. Et donc, ça a été un concept, comme je viens de dire, qui a fallu se battre pour qu'il soit imposé, même dans le champ des recherches en sciences humaines et sociales, et notamment en sociologie. Et donc, je vous invite, si vous avez des questions à poser et à en débattre, parce que je crois que c'est un sujet épineux et qui est vraiment un sujet à débattre. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. Oui, alors, Dora Loueti, on a Dora. Bien, Slema, merci beaucoup, Zouhair, pour cette présentation. En fait, je suis maître assistante dans une université privée et je suis plutôt informaticienne et faisant quelque peu de maths appliquées dans le domaine de la santé. Et j'aurais deux remarques et une question. En fait, la première remarque, c'est que quand vous avez présenté le diapo sur la féminisation de l'université, alors certains pourcentages sont de façon très claire différents. Mais d'autres pourcentages, en fait, me paraissent comme étant très, très proches. Et là, j'aurais aimé voir un test statistique pour voir si la différence, elle est significative ou pas, entre 42 et 46%. Si on n'a pas le nombre alors de départ des mâles et femelles à l'université, là, je ne sais pas si cette différence est significative ou pas. D'un point de vue quantitatif, qualitativement, ça paraît évident. Ma deuxième remarque est par rapport au poste de chef service, de chef alors de labo ou de poste, disons, supérieur à l'université. Il y a un constat qui est que alors quand un chercheur devient chef de labo, généralement, il le reste pour un nombre très grand d'années. Et du coup, ça ne permet pas la passation. C'est qu'on voit des laboratoires de recherche avec une seule personne à sa tête jusqu'à sa retraite. Et je pense que c'est un des facteurs qui ne permet pas aux femmes d'accéder, même aux jeunes hommes d'accéder à des postes de pouvoir dans la recherche. Alors, je fais partie d'un laboratoire à l'Institut Pasteur qui fait l'exception et qui s'est imposé dans son règlement intérieur de changer impérativement de chef de labo chaque 4 ans. Et ceci permettrait aux femmes d'accéder à ce poste. Alors, j'appelle toutes les universités et tous les laboratoires à en faire pareil. Ma troisième, c'est plutôt une question et pas une remarque. En fait, nous avons obtenu un grand fonds de recherche de la Fondation Bill et Melinda Gates
Deux femmes sont à sa tête, donc PI et Amira Kbir. Moi-même, je suis co-PI. Et alors, ce projet de recherche, c'est plus capacity building, donc pour les femmes, pour faire de la modélisation en santé publique et pour accéder à la prise de décision. Alors, des problématiques, une des problématiques que nous rencontrons, c'est comment appliquer une approche genre à la modélisation mathématique. Il y a très peu de littérature là-dessus. Donc, si vous avez des idées, merci beaucoup de nous aider. Merci. Je ne sais pas, Hanan, tu veux que je réponde directement ou bien je Oui, réponds oui. comme vous voulez, hein. Oui, oui, vous pouvez répondre. D'accord. Alors, merci, chers collègues. Félicitations pour le projet et pour le fonds que vous avez décroché. C'est quand même, c'est très important de saluer les femmes et les hommes qui réussissent dans ce genre de projet parce que malheureusement, les moyens à l'université tunisienne sont de moins en moins, malheureusement, à la portée des chercheurs. Alors, tout d'abord, je devrais également saluer l'excellence des collègues femmes qui travaillent généralement dans le domaine de la santé parce que c'est un domaine où on trouve plus de femmes sur tous les niveaux, même au niveau, que ce soit au niveau du personnel, au niveau du corps enseignant, ou aussi, surtout, au niveau des postes de décision. Et pour pour la question de la signification statistique, oui, vous avez raison, mais malheureusement, il n'y a pas assez de données sur le site du ministère de l'Enseignement supérieur. Donc, j'ai fait un effort vraiment énorme pour pouvoir collecter les données qui me permettent de ménager, si vous voulez, ce séminaire. Pour les structures de recherche, oui, vous avez évoqué une question très importante, ce problème, si vous voulez, de succession au niveau des structures de recherche, mais de par mon expérience, je peux vous dire que malheureusement, c'est toujours la bureaucratie qui est à l'origine de ce problème. Tu trouves des gens, parfois, ils passent toute leur vie à la tête d'une structure de recherche et le plus souvent, malheureusement, sont des gens qui ne font rien et même leurs structures de recherche, le plus souvent, elles sont handicapées par ce genre de manœuvre. Mais écoutez, pour avoir la nomination à la tête vous savez, tout d'abord, pour avoir le statut de laboratoire, il faut faire 2 mandats d'unité de recherche. Et après, pour avoir le statut de la nomination de directeur de labo, parfois on passe 2, 3 ans et malheureusement, le décret de nomination commence à partir de la signature du ministre et alors tu trouves que des collègues, ils passent 2, 3 ans en attendant le décret et après, ils sont nommés pour 4 ans et ils ont le droit de faire un deuxième mandat et dans ce cas, le tout, on peut trouver quelqu'un qui passe 20 ans au plus à la tête d'une structure de recherche. Et à mon avis, vraiment, cela ne peut être que malheureusement euh, 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 c'est l'une des difficultés que l'universitaire tunisien, d'une manière générale, rencontre dans son cursus universitaire et malheureusement que les choses se font comme ça. Pour ce qui est de la modélisation et l'approche genre et la possibilité de modéliser, ben, écoutez, vous êtes mieux placé que moi peut-être au niveau de l'usage de l'outil statistique. Mais en tant que sociologue, j'ai travaillé avec pas mal de chercheurs, quantitativistes, qui sont en train de creuser là-dessus et on est en train de chercher à trouver des moyens qui nous permettent peut-être de faire des modélisations et de mobiliser, si vous voulez, cette approche pour la modélisation. Alors, un seul conseil, à mon avis, c'est l'interdisciplinarité. C'est l'interdisciplinarité qui permet de prendre les différents aspects dans un calcul statistique et qui permet d'ouvrir parfois des horizons devant le traitement statistique essentiellement et à mon avis, à ma connaissance, il y a plusieurs équipes qui sont en train de travailler dans ce sens
Et c'est toujours des équipes interdisciplinaires. Moi-même, je fais partie de pas mal d'équipes dans ce sens. La dernière, peut-être, dernier mot, c'est que Hanan, elle est au courant parce qu'on a commencé à travailler avec des collègues informaticien à l'ENIS, l'École nationale d'ingénieurs d'OSFAX, sur la modélisation du profil de chercheurs, de profil de jeunes radicalisés sur les réseaux sociaux. Et on est en train de réfléchir sur l'intégration de cette approche dans ce projet. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci. Merci, c'est Zouhair. Donc, je donne la parole si Monsieur Amani, vous avez levé la main. Oui, bonjour, bonjour tout le monde. Je vais couper la caméra. Vous m'entendez? Oui, 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 oui. oui, on vous entend. Ben alors, merci bien, Monsieur Zouher, et félicitations pour votre présentation qui est très inspirante hein, sur la question du genre et surtout de la féminisation dans l'enseignement supérieur. Et je pense que ça, c'est mon avis. Hein, euh, peut-être, je vais faire un peu un parallèle avec ce qu'on observe ici au Niger, qui relève peut-être des barrières d'ordre culturel, hein, qui sont un vrai frein à l'accès des femmes à l'enseignement supérieur. Je vais peut-être prendre les exemples que vous avez décrits et les forcer davantage en regardant au Niger où euh, moi je viens du LASDEL. Le LASDEL, c'est le laboratoire d'études et recherches sur les dynamiques sociales et le développement local. Un labo qui existe depuis 2021. Mais je vous assure, au LASDEL, jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons que 3 ou 4 chercheuses, chercheurs au féminin. Ouais, il y a tout un ensemble de barrières qui empêchent l'accès des femmes. Même quand on les cherche, on n'en trouve pas. Parfois, je pense que notre environnement ici ne facilite pas en lui-même. Je ne parle pas de l'environnement institutionnel universitaire, de l'environnement culturel en lui-même qui est un vrai obstacle à l'émergence des femmes chercheurs. Et cette émergence, elle est aussi peut-être pareille chez l'homme, mais on admet moins qu'une femme passe son temps à faire de la recherche. Parce que culturellement, on dit, bon, une femme, elle est faite pour avoir un minimum de niveau, fonder un foyer, s'occuper des enfants. Enfin, je ne suis pas en train de, si vous voulez, euh, de réduire les femmes à ce rôle, mais c'est aussi un facteur peut-être à prendre en compte. On décourage la femme de faire de longues études. Quand elle en fait, on la décourage à aller très loin. Parfois, moi, j'aimerais, en tant que socio-anthropologue, j'aimerais un jour m'intéresser à savoir quel est le regard qu'on porte sur la femme chercheur. L'homme chercheur, quand c'est un homme qui est chercheur, peut-être qu'il est valorisé. Comment la société et comment l'environnement universitaire lui-même observe, perçoit la femme lorsqu'elle est chercheur. Je pense que c'est peut-être là aussi une des clés de compréhension de cette inégalité qu'on observe entre hommes et femmes. En tout cas, votre travail est très inspirant. Merci beaucoup. Voilà. C'est tout ce que j'avais à ajouter. C'était juste c'est une contribution plutôt qu'une question. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Bon, peut-être notre collègue Mani, vous avez ouvert d'autres pistes de réflexion et c'est très important vraiment d'y réfléchir. À mon avis, ce que vous venez de dire, c'est très important. Comment même les chercheurs, les universitaires d'une manière générale, comment ils se représentent la présence de la femme à l'université, comment ils perçoivent la présence de la femme à l'université. Et là, ça peut ouvrir d'autres, peut-être, euh, pistes de réflexion sur la violence, sur l'harcèlement, sur la discrimination, sur la stigmatisation, etc., que plusieurs universités, je dirais, dans nos pays en Afrique, mais aussi partout dans le monde,
où les femmes sont généralement, plusieurs femmes, je dirais, victimes de ces tendances négatives, si vous voulez, à leur égard. Généralement, les femmes, lorsqu'elles entrent en compétition avec les hommes, malheureusement, les hommes utilisent parfois des armes très, euh, très agressif et rappelle beaucoup de tout ce qui se passe dans les espaces publics hors université, là où on trouve que les femmes sont le plus souvent exclues et ont tendance à être exclues, ce qu'on appelle l'auto-exclusion, parce que tout simplement par crainte d'être victime de ce genre de manœuvre. Voilà. Merci. Merci, c'est Zohair. Donc, je vois que Hayet a levé la main. Hayet, Merci beaucoup, merci beaucoup. merci beaucoup, Oui, Monsieur Amani. bonjour, donc Hayat Moussa, socio-anthropologue. Merci, Monsieur Benjenet, pour votre intervention. En fait, moi, j'ai juste trois petites remarques. Ça fait des années, en fait, qu'on remarque dans tous les pays, et je reviendrai au livre d'Establé, Allez les filles, à quel point, finalement, les filles réussissent leurs études. Et puis, après ce livre, il y a eu quand même une espèce de réflexion sur le fait que oui, elles réussissent, mais qu'à un moment donné, il y a un plafond de verre qu'elles n'arrivent pas à dépasser. Et effectivement, et après, elles sont confinées peut-être dans des activités parce que certains milieux, certaines professions, certains secteurs universitaires leur sont extrêmement fermés, et vous l'avez montré par vos schémas. Donc ça, c'est une chose importante, c'est-à-dire qu'effectivement, à un moment donné, on voit qu'elles réussissent, et puis, hop, il y a comme une coupure. Bien sûr, il y en a certaines qui échappent un peu à ce déterminisme du genre, etc. Mais en fait, quand on voit le taux de réussite des filles et l'évolution, c'est-à-dire que effectivement, elles réussissent de plus en plus au bac, les garçons sont plutôt en retrait par rapport à cette réussite, on se dit que bon, il y a quand même quelque chose qui est problématique sur l'accès des filles. Autre chose que je voulais dire, vous avez évoqué effectivement le fait que parmi les jeunes diplômés, et pour avoir travaillé sur la question du diplôme et des jeunes avec Ahmed, mon collègue, euh, on se rend compte souvent que les filles acceptent de travailler en dehors de leur diplôme. Autant les garçons sont exigeants et essayent toujours, tant que faire se peut, hein, bien sûr, de trouver un emploi qui soit lié à leur diplôme. On se rend compte que non seulement les filles sont plus souvent au chômage que les garçons, et quand elles sont en emploi, elles sont en sous-emploi par rapport à leurs compétences acquises à l'université. Et donc ça, c'est aussi un problème. Et en plus, elles subissent aussi des critiques des garçons parce que les garçons leur reprochent d'accepter des salaires et des conditions que eux n'acceptent pas. Et donc, il y a non seulement une espèce de double peine, non seulement elles sont moins payées et moins reconnues dans le travail qu'elles exercent, et en même temps, elles sont accusées de trahir un peu leurs collègues masculins. Autre chose, pour avoir été à l'université, je dois reconnaître que ce sont des milieux, un peu comme le syndicat, quand on regarde le bureau exécutif du syndicat de l'UGTT, pour pas critiquer, mais bon, juste pour une remarque, on se rend compte que dans ces milieux qui devraient être porteurs des projets de genre, qui devraient être défenseurs des projets de genre, on se retrouve souvent avec des collègues qui font des carrières de professeurs, et leurs épouses, qui sont souvent soit dans la même université, soit dans d'autres universités, peinent à effectivement atteindre le grade de maître de conf ou le grade de professeur, parce que effectivement elles sont aussi confinées dans les tâches. C'est-à-dire qu'un enseignant va pouvoir se dégager totalement des activités dites du soin des enfants, transport des enfants, éducation des enfants,
et il se met en position de retrait alors que les femmes vont devoir gérer à la fois la carrière professionnelle et leur carrière de mère. Et donc, je trouve vraiment regrettable que dans un milieu universitaire qui devrait être vraiment le porteur de l'égalité du genre, on se retrouve avec énormément de chercheurs qui ont des postes élevés et dont les épouses peinent à terminer leur thèse, peinent à faire leur dossier d'habilitation, etc. Voilà, donc voilà, c'était mes trois remarques et on voit aussi quand même que les femmes, parce qu'il y a l'horloge biologique, parce qu'il y a encore cette intégration dans nos sociétés d'une image de la femme accomplie qui ne peut être que épouse et mère, souvent aussi elles intègrent ça et elles acceptent aussi de délaisser leur carrière, non pas parce qu'elles n'ont pas envie, mais parce qu'effectivement elles se vouent plus à cette activité de mère, de femme, dont la société, par l'injonction de la société, à devoir passer par là au détriment de leur carrière, quand à côté de ça, elles ne trouvent pas de renforcement ou de soutien. Voilà, c'était mes trois remarques. Merci. Merci beaucoup, Madame Hayat. Juste peut-être une petite... donc, c'est pas une remarque, c'est juste une interaction avec votre idée sur les femmes qui acceptent les femmes diplômées qui acceptent de travailler en dehors de leur diplôme. Et moi, j'ai trouvé le même résultat, mais je l'ai expliqué. Bon, finalement, les acteurs, les femmes et les hommes ont expliqué, interviewé, ont expliqué ça par le soutien familial. Généralement, et ça, c'est un peu paradoxal, les garçons diplômés sont soutenus mieux par leur famille que que les filles. Généralement, les filles, ils n'ont pas de dépenses personnelles ou les familles considèrent ou voient que les femmes n'ont pas besoin n'ont pas de dépenses en dehors de l'espace familial, c'est-à-dire ils vont pas au café, généralement ils ne fument pas, généralement ils ne voyagent pas, etc. Alors que les hommes, les familles reconnaissent le besoin à l'autonomie, à l'indépendance pour les hommes, contrairement aux filles. Et c'est pour cela que parfois les familles, elles reproduisent cette inégalité et les filles ne trouvent aucune solution que d'accepter n'importe quel emploi, parfois en dehors du diplôme, mais surtout, généralement sont très mal payés. Ils sont dans des activités précaires et sans aucune, si vous voulez, assurance, sans aucune couverture sociale, etc. Mais elles acceptent tout simplement parce qu'elles voudraient avoir une certaine autonomie économique, financière, qui leur permet également d'être plus ou moins autonomes par rapport à leur famille. Voilà. Mais juste pardon hein, de reprendre la parole, mais on trouve même, vous dites que effectivement, ce sont les familles qui reproduisent ces inégalités, et c'est vrai, c'est tout à fait vrai, parce que on considère que le garçon doit se marier, et donc on va l'aider, on va construire au-dessus de la maison, bon bref, on va lui trouver 1000 solutions pour qu'il s'autonomise, avec beaucoup on va le pousser, quoi. Mais même les filles vous disent dans les entretiens, c'est normal parce que mon frère, il doit se marier. C'est-à-dire que lui, il doit s'autonomiser et elles sont prêtes à sacrifier un peu leur diplôme, etc., pour pouvoir faire en sorte que ça soit le garçon qui, effectivement, lui, alors qu'elle considère qu'en se mariant, elles vont acquérir un autre statut, un autre, voilà. Et voilà. Et c'est pour ça que c'est difficile parce que les femmes sont elles-mêmes parfois, hein, je dis bien, reproduisent le schéma au bénéfice des garçons, de leurs frères, etc. Merci. Merci Hayat, merci Zouhair. Donc, je crois que Mariam a une question à poser. Mariam Belri. Bonjour, Monsieur Zouhair.
Tout d'abord, je tiens à vous remercier donc, pour votre 2 minutes, parce qu'il y a un écho. C'est bon? C'est bon? Alors, donc, tout d'abord, je tiens à vous remercier pour cette présentation. Moi, je suis chercheur à l'Institut Pasteur. Et en effet, tout ce que vous constatez, donc c'est quelque chose qu'on voit nous dans notre, surtout nous, c'est-à-dire dans le domaine de la santé, de la biologie, car il y a énormément de femmes, comme vous dites, mais c'est un domaine de femmes. Et c'est vrai que lorsqu'on regarde après les postes clés, on se rend compte que ce ne sont pas les femmes qui accèdent à ces postes clés. Mais peut-être parce que oui, en effet, comme l'a dit Hayet, la femme après va être engagée au niveau familial et va avoir tellement de choses à faire à la maison avec les enfants, etc. Et qu'elle ne peut pas se concentrer uniquement sur sa recherche ou sur son travail. Moi j'aimerais savoir 2 choses. Donc, en fait, déjà, nous avons parlé de la Tunisie, de ce qui se passe en Tunisie. Donc, je voulais quand même savoir ce qui se passe dans les autres pays, en Afrique ou bien même en Europe, parce que je sais que même si nous pensons que c'est plus évolué dans d'autres pays que chez nous, mais je sais que c'est pas vrai parce que je sais qu'en Europe aussi, les femmes qui ont 2 enfants n'accèdent pas à des postes aussi élevés que les hommes. Enfin, c'est-à-dire que c'est vraiment un fait, on va dire, de société qui arrive un peu partout. Et aussi, je voulais vous poser donc cette question déjà par rapport à ce qui est fait ailleurs et savoir aussi, au niveau de notre modèle, donc le modèle tunisien, est-ce que déjà à l'accès universitaire, ce ne sont pas plus aussi les femmes qui accèdent? Ça veut dire qu'on sait maintenant chez nous que ce sont les filles qui sont beaucoup plus sérieuses à l'école déjà, au collège, au lycée. Est-ce que c'est un problème d'éducation aussi? C'est-à-dire que on a quand même déjà beaucoup plus de jeunes filles qui réussissent. Quand on regarde les chiffres maintenant, rien que par exemple à la faculté de médecine, on a 82% de filles, 8 filles pour 2 garçons qui sont en train de faire des études de médecine. Donc, je me pose aussi cette question. Donc, merci. Merci. Merci beaucoup pour ces questions. D'abord, au niveau de la Tunisie, donc la situation est claire, mais aussi au niveau d'autres pays. Vous avez parlé des modèles européens, mais je peux également évoquer même d'autres exemples, comme au Canada, là où il y a des études sur l'espace universitaire et cette inégalité des chances entre hommes et femmes. Écoutez, je pense que le problème, d'abord, c'est un problème mondial. C'est un système de société patriarcale qui ne peut donner que cette répartition inéquitable et inégale au niveau des chances sociales d'une manière générale entre les hommes et les femmes. Et ça, c'est partout dans le monde, dans tous les pays, il y a cette inégalité et ces disparités entre les hommes et les femmes. Bien sûr, mais à des différences. Bien sûr, il y a des pays là où la tendance vers l'égalité, parce qu'il n'y a pas vraiment de pays là où il y a une égalité à 100%. Il y a des pays là où la tendance vers l'égalité est à un niveau plus élevé, si vous voulez, que dans d'autres pays là où vraiment ils n'ont fait que les premiers pas dans ce schéma d'égalité. Et n'oubliez pas que dans ce genre de questions, lorsqu'il s'agit d'égalité, lorsqu'il s'agit de rapport homme-femme, il faut parfois passer, malheureusement, malheureusement, il faut passer des décennies pour atteindre un certain niveau plus ou moins respectable. En Tunisie, Tunisie, depuis 1956, on a le code de statut personnel qui garantit au moins une certaine équité entre les hommes et les femmes au niveau de l'éducation, au niveau du travail, etc. Et au niveau surtout au niveau de la famille. Mais
vous savez que jusqu'à aujourd'hui, on ne cesse de parler de la violence à l'encontre de la femme, des discriminations dans tous les espaces, y compris l'espace familial, qui n'est plus un espace de sûreté et de sécurité pour la femme. Donc, c'est une question de culture. Tout d'abord, c'est une question de modèle de société, les sociétés patriarcales. Et deuxièmement, il y a un problème de culture et ce type de changement, ce type de projet de société nécessite des décennies, peut-être, espérant que ça va se faire vite, mais apparemment le chemin, il est encore long. Pour ce qui est des problèmes de l'accès des filles à l'université, oui, c'est vrai, il y a un problème d'éducation, c'est-à-dire qui peut expliquer comment les filles sont plus sérieuses à l'école d'une manière générale et à l'université aussi, comment les filles sont plus, apparemment s'investissent plus dans leurs études que les garçons, mais apparemment il y a d'autres facteurs. À mon avis, les garçons s'investissent moins à l'université, aux études, à l'école et à l'université parce que ils voient que cette institution ne garantit pas un avenir professionnel et un avenir personnel réussi. Donc, ils voient tout simplement que le taux de chômage chez les diplômés, c'est beaucoup plus élevé que celui chez les non-diplômés. Ils voient très bien que ceux qui ont réussi à l'université ou la réussite à l'université ne garantit pas un avenir personnel, une aisance économique et sociale et un statut social, etc. Et alors, ils ont changé de choix, peut-être, et les hommes, les garçons, on les trouve dans d'autres secteurs, là où il y a plus de risques, c'est vrai, là où il y a des projets de migration, là où il y a des projets comme j'ai dit tout à l'heure, plus de risques, là où il y a l'investissement, il y a la prise de risque, etc. Et ça marche très bien avec les normes de genre, les normes de la masculinité. Par exemple, les femmes se trouvent plus dans les activités précaires, même si elles réussissent à l'école, parce que elles cherchent une certaine stabilité, une certaine assurance, d'accord, par, de par leur éducation, bien sûr, leur socialisation. Par contre, pour les hommes, on les trouve plus dans les activités qui tolèrent un certain niveau de prise de risque, etc. Et ça marche très bien avec les normes de genre, avec les normes de la masculinité euh, auxquelles ces jeunes ont été socialisés et éduqués depuis leur enfance. Au niveau pour la médecine, euh, à mon avis, et peut-être peut-être ça fera l'objet de recherches de, pour le prouver. Mais à mon avis, il faut voir, c'est vrai que les filles sont plus dans les facultés de médecine, dans le domaine de la santé d'une manière générale. Tout d'abord, c'est un espace, et c'est un secteur très féminin, plus ou moins. Et deux, il faut voir également comment les garçons s'investissent plus dans des secteurs qui apportent plus, plus donc, de possibilités d'emploi, plus rémunérées. Et là, on les trouve dans l'ingénierie, dans les sciences de l'informatique, etc. C'est-à-dire, c'est comme une sorte euh, de substitution, c'est-à-dire on change, donc on vous donne la médecine et vous nous donnez l'ingénierie, vous nous donnez les sciences informatiques, etc. C'est une sorte d'une redistribution des chances sociaux, des chances sociales plutôt entre les garçons et les filles. Et apparemment, ça passe également par les familles qui cherchent plus un avenir plus sûr pour les garçons et s'investissent moins dans l'avenir de leurs filles. Voilà, finalement, ce ne sont que des hypothèses, hein. Voilà, merci. Merci Souhail pour ces clarifications. Nous avons Madame Salma Zoueri qui veut poser une question.
Madame Zoueli, vous m'entendez? Peut-être qu'il faut que vous activez votre micro pour qu'on vous entende. S'il y a quelqu'un qui veut poser des questions. Donc, en attendant que Madame Salma Zoueli revienne ou veut poser sa question, donc ce que je voulais dire, c'est que j'avais une remarque, c'est l'évaluation des compétences dans le monde du travail en général et dans le domaine scientifique. Et donc, je crois que l'évaluation des compétences se heurte aussi à ces inégalités. Et donc, les femmes apparaissent moins compétentes que les hommes et n'arrivent pas à faire un parcours socio-professionnel réussi, alors que l'évaluation des compétences ne se fait pas selon les vraies compétences des femmes. Et la sociologue française, donc Margaret Marouani, elle a beaucoup travaillé sur cet aspect et elle est arrivée à constater que la qualification dans le monde du travail est une construction sociale et elle ne met pas en valeur les vraies compétences des femmes. Et je crois aussi que le fait de mobiliser le genre fait ressortir vraiment ces réalités sociales et culturelles et aussi politiques qui touchent le domaine du travail. Oui, Je tout sais à pas fait. si... Oui, tout à fait. Tout à fait. Bah, tout simplement parce que généralement, l'évaluation de compétences se fait d'une manière standard. Et d'une manière ou d'une autre, on comprend très bien que ces modèles d'évaluation sont construits généralement par des hommes. Et alors, on laisse de côté tout ce qui se rapporte à ces différences qui peuvent être d'une certaine importance et on oublie qu'on est face à deux populations plus ou moins différentes de par leur statut et leur rôle sociaux, mais aussi de par leurs compétences personnelles. Et c'est peut-être parce que les femmes sont moins nombreuses dans les structures de décision, dans les structures d'influence, que malheureusement ne sont pas prises en compte, leurs compétences ne sont pas prises en compte convenablement dans les modules d'évaluation ou les modèles d'évaluation utilisés d'une manière générale. Voilà. Mais je pense, Hanen, c'est un chemin peut-être euh, que tu dois commencer à tes premiers pas pour une publication. Dans ce sens, c'est très important. Je pense que c'est une bonne question hein, à Oui, creuser davantage, peut-être. Oui. oui, c'est une question qui est vraiment très épineuse et surtout je crois que les racines peut-être de ces inégalités que les femmes sont en train de vivre dans le monde du travail. Et je crois que vous partagez cet avis, c'est qu'il y a des inégalités déjà dans la division sexuelle du travail. Et donc, tant qu'il n'y a pas d'égalité dans la division sexuelle du travail et surtout dans la sphère domestique, les femmes resteront toujours dans cette situation. Tout à fait. Espérons que ça change un jour parce que il faut déjà que les institutions sociales, tout un travail sur les institutions sociales, il faut tout un travail même sur l'aspect juridique et la promulgation de lois qui
qui permettront de changer cette situation et de garantir l'égalité pour tous, voilà, et pour toutes. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, d'autres Moi, interactions. je voudrais juste surenchérir. Oui, Hayat. Parce qu'en fait, la question, on a beaucoup parlé de social, mais en fait, la question est profondément politique, hein, Tout à fait, c'est-à-dire oui. que effectivement, c'est aussi des décisions politiques et des décisions juridiques qui feront qu'on puisse reconnaître aux femmes le droit de s'arrêter de travailler, de reprendre leur travail, de ne pas être pénalisées, etc. C'est-à-dire qu'effectivement, tant que la législation n'accompagnera pas et qu'il n'y aura pas vraiment une mobilisation politique pour que, effectivement, à la fois on reconnaisse le sexe et le genre, le sexe, c'est-à-dire le fait de la procréation, etc., d'accord, qui fait que les femmes ont des choses, des cycles de vie qui sont différents de ceux des hommes, et tant qu'il n'y aura pas une vraie volonté politique, comme on le voit peu à peu dans certains pays, le fait de reconnaître les menstruations, le fait de reconnaître voilà, le congé maternité plus long, etc., le congé paternité, je pense que tant que ce ne sera pas accompagné effectivement par des décisions politiques et juridiques, voilà, c'est un peu le serpent qui se mord la queue et les femmes font ce qu'elles peuvent pour essayer de sauver leur peau de femmes, d'épouses et de professionnels. Voilà. Donc, Ouais, tout à fait, Madame Aïcha. Ouais. Merci Hayat pour ces remarques. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Sinon, il y a Ayman Agdbi qui a levé la main. Non, c'est Emna. c'est- Non, Emna, pardon, je m'excuse. c'est le compte de mon frère. Voilà. En fait, ma question, c'est une question que j'ai remarqué dernièrement, en fait, puisque quelques filières comme la santé, euh, euh, qui, en fait, le fait que les filles prennent le dessus dans quelques filières comme la santé, cherchant à sentir la sécurité et la stabilité, aussi bien sociale mais aussi financière. Euh, donc, donc, ma question est la suivante. Est-ce que ça peut poser un peu de problème pour les femmes? Évidemment, parce que dernièrement, je remarque que les femmes ont tendance à prendre beaucoup de responsabilités, c'est-à-dire à la maison et en dehors de la maison. C'est-à-dire comme c'est un peu que j'ai remarqué que les femmes commencent en quelque sorte de lâcher prise et laisser la femme prendre en charge plus de responsabilités et de tâches. C'est en fait comme un effet inverse de la lutte, de la lutte contre l'inégalité hommes et femmes. Euh, en fait Emna, on t'entend très mal. Oui, justement. On t'entend pas, Emna. Ah d'accord, je vais pas. Vous m'entendez mieux que comme ça? Euh, oui, vous pouvez peut-être répéter. Si vous utilisez D'accord. En fait, j'ai dit le fait que les filles prennent aujourd'hui dans quelques filières, non? Attendez, juste un peu. Oh, je vous entends pas. Sinon, vous ça, pouvez. comme ça, vous m'entendez? oui, C'est mieux là. Mieux. Alors, j'ai dit en fait, puisque aujourd'hui, il y a les filles qui prennent le dessus dans quelques filières, comme la santé, cherchant la sécurité et la stabilité, aussi bien sociale que en fait économique, financière. Euh, Est-ce que, en fait, ça peut poser euh, un problème pour les femmes, évidemment, parce que dernièrement, j'ai remarqué que les femmes ils ont tendance à prendre beaucoup plus de responsabilités à la maison et en dehors de la maison. C'est-à-dire, c'est comme si les hommes commencent un peu en quelque sorte, de lâcher prise et de laisser les femmes prendre en charge de plus de responsabilités et de tâches c'est en fait comme un effet inverse de la lutte contre l'inégalité homme et femme. C'est un peu, je pense peut-être que les hommes essayent de
punir les femmes leur laisser et laisser les femmes en fait assumer leur décision de participer comme les hommes dans la vie en dehors de la maison, du foyer, et- c'est-à-dire les tâches classiques de la femme. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre ma question ou pas. Je vais essayer je, bon, je vais essayer de réagir. Si j'ai bien compris, vous voulez dire que il y a un nouveau phénomène il s'agit c'est-à-dire selon lequel les femmes, on trouve plus de femmes au niveau des responsabilités, mais ces responsabilités, apparemment, n'épargnent pas les femmes de prendre plus de responsabilités également au niveau Oui, c'est en fait comme de la un maison. effet inverse de cette lutte. Voilà, voilà. C'est-à-dire, c'est un cumul de responsabilités Ouais. et ça complique davantage la vie de la femme plutôt qu'il lui permet de, de, de réaliser, si vous voulez, ou de mener une vie plus émancipée. En fait, si Zouhaï, si j'ai bien compris, c'est l'idée qu'en fait, il y a presque, vous avez voulu des responsabilités et du coup, il y a une espèce de retrait tout encore à fait plus des hommes. important que ça ne l'était avant, pour que, effectivement, c'est ce qu'a dit M, là, c'est-à-dire une forme de punition. Vous voulez être dans le monde, vous voulez travailler, vous voulez avoir votre émancipation, ben, on vous laisse tout et puis débrouillez-vous avec. Voilà, c'est un peu, je pense, l'idée que voulait évoquer M, là, si j'ai bien compris M. Là. Oui, c'est ça en fait. Oui, c'est prêt. Oui, c'est Et ça. ma question, c'était si ça pose problème pour les femmes aujourd'hui. Écoutez, oui, oui, il y a quand même des indicateurs qui nous permettent plus ou moins de dire que ça existe quand même. Ça existe, que ce dont vous venez de parler, ça existe. Mais de toute façon, ce qui est sûr, c'est que dans mes travaux, avec toutes les femmes que j'ai rencontrées, les responsabilités professionnelles n'épargnent pas les femmes indépendamment de leur statut au niveau de leur métier, de toutes les responsabilités que pourrait avoir une femme au foyer, c'est-à-dire tout ce qui se rapporte à l'éducation des enfants, aux soins des enfants, à la préparation des repas, etc., etc. Généralement, le fait d'avoir des responsabilités, même parfois de très haut niveau, ça n'épargne pas, il ne peut pas épargner les femmes apparemment de leurs responsabilités familiales. Et là, on trouve que c'est un résultat finalement d'un processus selon lequel cet espace a été réparti entre hommes et femmes. Les hommes acceptent que les femmes ont accepté que les femmes sortent pour travailler à l'époque, c'est-à-dire dans les années 60 et les années 70, à condition que les mêmes femmes gardent leur rôle de maman, leur rôle d'épouse, etc. Et petit à petit, apparemment, les choses n'ont pas changé au niveau de la même répartition. Et moi, je l'ai trouvé au niveau dans des études sur la répartition de l'espace politique. Tout à l'heure, Madame Hayat a voulu qu'on évoque cette dimension qui est très importante. Par exemple, pourquoi on trouve les femmes plutôt dans la société civile que dans la politique. Et on trouve que les hommes encouragent les femmes à accéder à l'espace de la société civile, etc. Et par contre, les mêmes hommes parfois refusent que les femmes soient donc dans la politique ou accèdent au champ politique. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a une sorte de compromis illicite, c'est-à-dire vous prenez la société civile et vous gardez le champ politique pour les hommes, c'est-à-dire vous voulez travailler, vous travaillez, mais vous gardez le rôle de maman, le rôle d'épouse, etc., etc. Si vous accédez à plus de champs et vous accaparez, si vous voulez, plus
d'espaces donc, sociaux, nous, en tant qu'hommes, on va se retirer et vous laisser les choses et ça va compliquer davantage votre vie comme femme, comme maman, comme épouse, etc., etc. Et peut-être pour comprendre qu'il faut laisser de la place aux hommes. Ça, on le trouve généralement dans des discours anti-féministes, les gens qui disent que il faut aujourd'hui parler des droits des hommes au lieu de parler des droits des femmes, sous prétexte que les femmes ont plus de droits qu'elles méritent. D'accord? Donc, c'est dans ce sens-là qu'il y a des hommes, malheureusement, qui pensent de la sorte. Voilà. J'espère que je vous ai compris, que j'ai essayé de répondre à votre question. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Sizouhaïl, pour cette belle présentation riche. Merci à tous les participants. Merci pour vos interactions. Effectivement, c'est un sujet qu'on s'en lasse pas de débattre et à chaque fois, on a des idées. Je vous remercie tous pour avoir assisté à ce webinaire. Je remercie Sizouhaïr Benjanet pour sa présence aujourd'hui. En mois de mai, nous avons également un atelier sur le genre, comment appréhender le genre dans les enquêtes en sciences humaines et sociales, lors de l'atelier de Tunis qui se tiendra du 20 au 30 au 29 mai. Et donc, j'espère qu'on va se rencontrer dans d'autres occasions et événements scientifiques avec de riches débats et des échanges d'expériences et de connaissances. Donc, je vous remercie et au plaisir de vous rencontrer. À très bientôt. Merci. Bientôt. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde. Merci. Merci à tous. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.